Yorana à tous, nous nous retrouvons dans le cadre de ce 20e Salon du Livre, tous ensemble, dans cette version 100% numérique, pour les rencontres avec les éditeurs. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en Zoom Dominique Morvan pour les éditions Univers Polynésien. Yorana, Dominique, tu vas bien? Bonjour Baéa, je suis ravie d'être avec vous. Ça fait plaisir, même si bon, cette année c'est un petit peu particulier, on se rencontre via écran interposé, mais ça n'entache pas le plaisir de pouvoir discuter un petit peu et de ton expérience en tant qu'éditrice. Alors toi, au départ, tu es journaliste, c'est ça? Et tu as, depuis de nombreuses années, tu es aussi dans le monde de l'édition. Raconte-nous un petit peu. Alors, je suis rentrée dans le monde de l'édition par la porte du magazine d'abord, oui. Puisque dans les années 80, donc à partir de 84, j'ai réalisé pour l'Office du tourisme, à l'époque, un magazine de tourisme, de promotion de nos îles. Oui. Et ce qui m'a permis d'aller à Singapour pour imprimer un premier document. Et j'ai été contactée par un éditeur, qui est Emmanuel Deschamps, qui avait les éditions Le Motu, pour m'occuper de la production de ce très très beau livre qui s'appelle Les Croquis de Boulaire, donc le peintre Boulaire qui est très connu en Polynésie. Donc ça a été mon premier livre en tant que editing, hein, de la réalisation en elle-même, c'est la fille de Boulaire, Ayou Deschamps, qui l'avait fait. Et de mettre ce pied là dans le monde de l'édition, de voir aussi les imprimeries et tous les métiers qui vont avec, ça m'a vraiment, je pense, définitivement décidé à choisir la voie de l'édition. Mordu d'édition, alors. Donc c'était des livres d'art, des beaux livres. Voilà, le Motu était vraiment connu pour ses livres d'art. Chez Emmanuel et sa femme, il y avait une passion de la peinture. Et ils ont réalisé d'extrêmement beaux livres et très originaux. Et donc, ça m'a donné vraiment aussi l'occasion d'aller dans plusieurs pays, chez des imprimeurs très différents. Emmanuel avait toujours le goût de trouver des originalités. Et par exemple, il a fait une réédition des planches de tatouage de Vandensteinen. Oui. C'est un des plus grands livres qui ait jamais été édité en volume, en format. En format, oui. Et c'était une édition tellement particulière qu'il n'y avait qu'une seule vraiment maison qui pouvait s'occuper de la reliure. Hein, c'était une reliure cousue. C'était les éditions du Vatican. D'accord. Donc c'était assez particulier. Et bon, ce livre qui a coûté une fortune et à mon avis n'a pas dû rapporter beaucoup d'argent à Emmanuel, c'était une véritable épopée, mais il n'y en a plus d'ailleurs, je pense. Il n'y a plus d'exemplaires aujourd'hui en circulation parce que c'est, comme vous savez, la production de livres est coûteuse. Et comme disent souvent les éditeurs, on fait ce métier par passion, pas pour gagner de l'argent. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment être convaincu d'un sujet ou d'illustration ou d'une histoire et puis vraiment vouloir le porter à connaissance d'un plus large public. En tout cas, tu dis qu'il ne doit plus être en circulation, certainement qu'on doit pouvoir le consulter dans certaines réserves ou archives de bibliothèques. Je pense que la plupart des éditeurs l'ont, bien sûr. Depuis, il y a eu des éditions de formats différents des dessins de Vandensteinen, parce que le tatouage c'est un sujet extrêmement important pour la culture polynésienne. Hein. Mais là, c'était vraiment les originaux qui ont été réédités. Alors ça, c'est un exemple, mais il y a eu, par exemple, le livre sur Ravelo qui avait une couverture en toile de jute, qui était vraiment extrêmement beau. Par ailleurs, Emmanuel a travaillé aussi avec des papiers particuliers, comme des papiers qui étaient totalement imperméables. Donc là, c'était son idée de faire un livre qu'on pouvait emmener sur un bateau, parce que c'était aussi un mordu de navigation. Enfin voilà, ce sont des petites anecdotes, mais qui m'ont fait pénétrer dans des aspects aussi différents de l'édition, la qualité, la matière. Et quand j'ai lancé ma propre édition, Univers Polynésien, j'ai voulu justement apporter quelque chose d'original. Et dans la petite collection de livres qui comporte plusieurs titres comme
vallée ou jardin. Je vois que vous avez un exemplaire derrière vous des jardins de Tahiti. Vous verrez que la couverture, elle est matelassée. C'est un tissu qui est un peu plastique et il y a une mousse. Donc, ça donne un aspect joli, cosy. Voilà, c'était une originalité. Et puis par le format aussi, c'est un format qu'on retrouve moins souvent. C'est l'exact opposé du livre sur les dessins de Van den Steinen, c'est vraiment le petit format. En fait, c'est un format qui existe, bien sûr. Hein, donc, quand nous avons eu avec AETI, l'association des éditeurs de Tahiti, l'occasion de participer à des dizaines de salons, et notamment le salon de Paris. Et c'est un plaisir d'aller à la rencontre des autres éditeurs. Donc, ce petit format, je l'avais vu évidemment chez d'autres éditeurs. Donc, en fait, on n'invente rien, on essaye juste de trouver les moyens pour valoriser des artistes, valoriser un auteur, un peintre. Un illustrateur, oui. Un illustrateur. Et alors, raconte-nous un petit peu cette collection-là. Donc, il y a les marchés, les vallées. Comment cette idée sur ce thème-là t'est venue? Parce qu'il faut dire aussi que c'est original par le format. Et aussi, ce sont des ouvrages, si tu me dis si je me trompe, qui sont trilingues. Il y a du français, c'est traduit en tahitien et en anglais. Et c'est des photos réalisées par une Polynésienne. Oui, alors donc, nous avons voulu que ces livres soient vraiment poétiques. Parce que la photographie d'Ina Rae a une expression déjà très poétique. Si vous avez feuilleté le livre Vallée de Tahiti, elle montre des détails qui sont en soi-même des vraies œuvres, des tableaux. Donc, pour accompagner des photos aussi belles, j'ai pensé à faire des poésies courtes, hein, à la façon japonaise, des haïkus. Et dès que j'ai vu la maquette, qui était réalisée par un excellent concepteur, Yanis Camilleri, qui est assez connu aussi en Polynésie pour avoir fait de très très beaux ouvrages aussi et dans d'autres maisons d'édition. Quand j'ai vu la maquette de Yanis, je me suis dit c'est des ouvrages qui vont plaire aussi aux touristes et aussi aux personnes d'ici. Donc j'ai pensé à faire une traduction en anglais et en reo maori. Et j'ai eu confirmation que quelques professeurs l'utilisent dans leurs cours de reo maori. Quelques professeurs alors. Et donc cette collection, est-ce que tu peux nous rappeler, sans forcément être exhaustif, il y a un ouvrage sur les vallées. Vallées, dans l'ordre, hein, nous avons d'abord fait Vallées, Jardin de Tahiti, Maison de Tahiti, le marché de Papeete, ça a été aussi une aventure très intéressante parce que là on s'est vraiment immergé dans ce monde, hein, du marché, des stands, de toutes ces mamies et de ces agriculteurs qui viennent chaque matin vendre leur production, donc le marché. Après, nous avons fait La vanille de Tahiti, qui est de l'ensemble des 7 livres, c'est celui qui s'est le plus vendu en fait, parce que c'est vrai que la vanille, c'est une particularité de la Polynésie, et ça s'est très vendu aussi auprès des touristes. Et le dernier ouvrage, c'était Artisanat de Tahiti, qui fait un tour de tous les artisanats différents des archipels, qui sont très riches, bien sûr. Oui, donc ça donne, ça donne une bonne idée. Pardon ? Oui, ça donne une bonne idée à la fois de la faune, de la flore, enfin de la flore, et puis aussi de toutes les pratiques traditionnelles, et puis les farés aussi. De la richesse de la culture, de la richesse de la beauté des paysages. Ce sont des ouvrages très, très colorés. Et de toute façon, on ne peut pas aller plus loin que ce que la nature nous propose déjà. Ah oui, parmi les 7 ouvrages, il y a aussi Atoll de Polynésie. Atoll de Polynésie. En parlant de couleurs, justement, je pensais à ces couleurs du lagon et de la mer. Voilà, donc ce sont des livres qu'on a voulu très artistiques et très poétiques. Donc c'est des ouvrages plutôt sur le patrimoine polynésien, l'univers polynésien. Qu'est-ce qui t'amène après sur la thématique de l'alimentation, de la santé, avec les livres d'Evie Hirschhorn? Alors là aussi, ce sont des rencontres, comme par exemple, avant d'aborder la thématique de la cuisine, j'ai fait 2 livres destinés aux enfants, et c'était vraiment aussi des rencontres avec l'artiste Jean-Charles Hiver, qui est un peintre de grand talent. On avait envie, parce qu'il avait un enfant, il avait un garçon de 4 ans à ce moment-là,
Et moi, j'avais une petite nièce qui habitait ici à Montréal. Donc, j'ai écrit une histoire et il l'a illustrée. C'est L'arbre qui chante. Et le deuxième livre, c'est une rencontre avec Eiméo Charouzé, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était un artiste, un rêveur, un arpenteur, comme je dis souvent, parce que vous le voyez marcher dans Papeete, il allait jusqu'au musée des îles à pied. Et il produisait des contes, des histoires, mais qui avaient des significations, chacune, qui avaient une portée philosophique. Et il m'avait donné quelques histoires et j'ai accroché sur celle-là qui s'appelle l'Assemblée des trois peuples. Et ces trois peuples qui sont le peuple de la terre, le peuple de l'air et le peuple de la mer, qui vivent ensemble dans cet espace océanique, là, se réunissent pour savoir si oui ou non ils vont faire venir cet être humain qui est un peu un danger. Voilà. Mais il décide que oui, il faut lui ouvrir la porte des îles. Voilà, ça c'est un très très joli ouvrage aussi. D'accord, donc mais qui est épuisé. Qui est épuisé aussi. Donc donner la voix à tous ces artistes et finalement Evie Hirschon, alors dans son domaine, la cuisine avec des produits locaux, c'est aussi quelque part presque une pratique artistique, enfin surtout de nos jours quand on parle d'alimentation. Oui. Exactement, surtout de la part de Evie, parce que Evie, elle a un parcours extraordinaire. Elle a eu des galeries d'art. Donc ça, elle avait une galerie d'art dans Papeete dans les années 80. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que je l'ai connue. Et par la suite, elle a tenu pendant 10 ans une pension à Maupiti, et qui était connue parce qu'elle était magnifique. Evie a un goût incroyable. Elle était aussi décoratrice. Et elle était connue, cette pension, pour sa cuisine. Evie s'efforçait d'utiliser au maximum les produits locaux, d'abord parce qu'elle vivait sur une île qui était, dans les années 90, pas toujours aussi bien achalandée qu'aujourd'hui, même si ça reste difficile pour Maupiti aujourd'hui. Mais donc, j'y suis allée très régulièrement et j'étais vraiment passionnée par ce qu'elle faisait, par sa cuisine. Donc en fait, autour de cette amitié, on a imaginé, et puis elle a une quête, Evie, depuis très longtemps, sur l'hygiène de vie d'une manière générale, puisqu'elle pratique le yoga, la méditation, et sur cet aspect de la santé qui est primordial, c'est l'alimentation. En fait, on le sait de plus en plus aujourd'hui, comme on mange, comment on se soigne en fait. L'aliment est un véritable médicament et il peut être évidemment, à contrario, un vrai poison. Donc l'idée de se nourrir sainement, c'est ce qui nous porte aujourd'hui. Donc on a réalisé 2 livres ensemble et c'est possible qu'on en fasse un 3e. D'accord. Et quand tu lui proposes de démarrer cette aventure, il n'y a pas du tout, enfin, c'est une idée de partage qui l'anime, c'est-à-dire il n'y a pas une inquiétude à la fois de révéler des recettes ou de se laisser embarquer dans une aventure éditoriale, parce qu'il y a aussi le regard, la réception du public quand on édite un livre et qu'on donne autant de soi dans l'écriture, l'illustration ou l'édition. Oui, mais vous avez raison, c'est un vrai don, c'est exactement ça. Donc, Evie est dans le partage, d'abord, peut-être aussi parce que ce n'est pas une professionnelle, elle n'a pas un restaurant, mais elle est dans le partage parce qu'elle a traversé toutes ces années de cheminement, de questionnement, et elle a vu ce qui pouvait être bon pour la santé. Elle a beaucoup voyagé, donc elle a pris aussi beaucoup de... Oui. Elle fait une cuisine qui est très mixée culturellement. Parce que dans l'esprit des gens, parfois, le véganisme, parce qu'elle est quand même essentiellement végétarienne, le véganisme, c'est associé à un manque de goût. Or, la cuisine d'Evie est extrêmement savoureuse et pleine de goût, parce qu'elle a ramené des épices de 4 coins du monde, et ne serait-ce qu'à travers les plantes et les herbes que nous avons localement, elle fait une cuisine savoureuse. Oui, voilà, c'est un message à porter. Il faut que ça se sache. La cuisine végétarienne, la cuisine végane a aussi un intérêt gustatif et une variété aussi, parce qu'on a souvent cette image, enfin les gens ont souvent cette image d'appauvrissement et puis de train-train, enfin d'avoir assez peu de choix finalement, alors que c'est très ouvert. En quelque sorte, cette année-là du Covid,
de la Covid, puisque c'est féminin, cette année, elle va faire évoluer beaucoup les choses, parce que d'abord, maintenant, on le sait, les gens font de plus en plus leur propre FAAPU, hein, même au niveau du service de l'agriculture, ils sont en train de mener une enquête dessus. Les gens vont cultiver pour avoir une autonomie. On redécouvre beaucoup les plantes locales, les plantes et les fruits locaux, qu'on avait un peu abandonnés injustement, donc on les utilise mieux. Et je pense qu'il va y avoir une évolution. Donc on savait aussi qu'il fallait absolument amorcer cette évolution, ne serait-ce que pour la santé. On a des maladies extrêmement violentes en Polynésie autour de ce problème de l'alimentation, c'est le diabète. Donc, le diabète qui engendre des problèmes de reins, voilà. Donc, il faut qu'on agisse à ce niveau-là de façon rapide, quoi. Et donc, on peut espérer peut-être un prochain livre des vies chez Univers Polynésien, alors qu'on continue dans cette lancée. Oui, parce qu'elle ne manque pas de créativité, elle est toujours en train de chercher. Là, ces derniers temps, elle travaille beaucoup avec les graines pour faire des pains originaux, pour que chacun puisse même les faire, hein, c'est ça qui est important. C'est cette notion d'autonomie qui est intéressante à travailler par les temps qui courent. Hein. Mais pour quitter ce champ de la cuisine, il y a quelques livres aussi qui m'ont beaucoup tenu à cœur, et entre autres celui sur le nucléaire, qui s'appelle « Témoin de la bombe ». Donc, il y a quelques années, Bruno Barrio, qui lui aussi nous a quittés, malheureusement, Bruno Barrio, qui s'occupait au niveau du gouvernement de la question des effets du nucléaire, était venu me voir. Donc, il y avait eu une exposition très intéressante qui mixait des portraits de Marie-Hélène Williams et des témoignages. Et son idée, c'était d'en faire un livre. Mais il n'avait pas spécialement d'idées sur sa présentation, et donc avec mon associé concepteur Nicolas Gandouin, on a vraiment réfléchi à plusieurs façons, plusieurs formats. Donc c'est vraiment un livre qui a aussi son histoire, dans lequel on a mis beaucoup de nous, et qu'il faut faire circuler, parce que à travers tous ces témoignages, c'est vraiment une partie fondamentale de l'histoire polynésienne qui est racontée. Bien sûr. En tout cas, à travers tout ce que tu nous as présenté, à travers ton expérience de l'univers polynésien, on voit que l'éditeur aussi explore des pistes et tire des fils, parce que vraiment, l'univers polynésien est parti sur des choses vraiment extrêmement variées. Donc merci beaucoup pour ton témoignage, Dominique. On espère te revoir bientôt, et on se revoit de toute façon sur ces 4 jours de salon en version numérique. On te dit à très bientôt, Dominique. Voilà. Avec une version, de toute façon, nous avons adopté presque tous le télétravail, et voilà, il faut s'y faire et l'utiliser au mieux. Oui. Merci beaucoup, Dominique. À très bientôt. Maruru Meitei à tous pour nous avoir suivis, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos dans le cadre de ce 20e Salon du Livre. Maruru!